Dans cet épisode, nous abordons des sujets sensibles. Si vous souhaitez en savoir plus avant de l'écouter, je vous invite à vous référer au descriptif de cet épisode. Audace. Place à l'audace. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura, une jeune femme de 26 ans, maman d'un petit garçon qui nous partage son parcours de résilience et de reconstruction. Elle nous raconte avec sincérité son combat contre l'anorexie mentale, ses aventures entrepreneuriales en Thaïlande, les épreuves personnelles qui ont marqué son chemin et surtout, comment elle a retrouvé la force de se reconstruire après une période difficile. Un échange puissant, rempli d'émotions et d'espoir, qui met en lumière l'importance de la santé mentale, du soutien et de la force intérieure. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laura. Bonjour Chloé. Merci de me recevoir chez toi, c'est hyper coquet, c'est trop joli. Je suis hyper contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je trouve que dans notre génération, on en parle de plus en plus et ça fait du bien. On va parler de santé mentale, oui, notamment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Avec plaisir. D'abord, merci à toi de m'accueillir et de me faire passer dans ton podcast après avoir écouté tous les podcasts d'Audace. Je suis ravie d'être de l'autre côté. Donc, pour me présenter, je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et je suis la maman d'un petit garçon qui a 3 ans. J'ai oublié que tu étais si jeune. C'est vrai que tu me parais tellement mature, tu vois, Ouais. que j'ai oublié que tu étais si jeune. Ouais. Quel genre de petite fille tu étais ? J'étais une petite fille très studieuse, très calme, très sage, un peu la petite fille parfaite, si je puis dire. En tout cas, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit. Je posais jamais de problème, j'étais toujours là où il fallait, j'écoutais toujours bien ce qu'ils me disaient, j'adorais l'école, j'étais toujours première de classe, donc toujours très polie avec tout le monde. Donc, une petite fille assez sage, studieuse, quoi. Fille unique ? Fille unique, ouais. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées ? Mes parents m'ont inculqué 2 différentes valeurs. Il faut savoir que mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Donc, du coup, j'ai pu avoir des valeurs différentes de mes 2 parents. Du côté de ma maman, je dirais que c'était plutôt la générosité et l'attention qu'on pouvait apporter aux personnes. Et du côté de mon papa, c'était surtout l'indépendance, la valeur du travail et ce côté-là. Ils sont indépendants tous les deux, entrepreneurs ? Pas indépendant, enfin ma maman est employée classique et mon papa est aussi employé, mais il a maintenant repris il y a plus de 13 ans un club de tennis. Donc il a quand même ce petit côté indépendant en lui et il a fait ça avec sa nouvelle femme et ça fait maintenant 13 ans qu'ils sont à la gérance de ce club de tennis. Toi, le sport, c'est important pour toi ? Hyper important. C'est aussi une valeur que mon papa m'a inculquée depuis toute petite. Oui, j'ai vraiment pu toucher à tout. J'ai fait plein de sports différents, que ce soit la danse, le foot. J'ai fait aussi des sports de combat, du badminton, jusqu'à ce que j'ai pu toucher au tennis. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai touché au tennis, j'ai plus trop décroché de ce sport-là. C'est vraiment celui qui m'a attirée le plus et dans lequel je me retrouvais le plus. Et c'est toujours celui que je pratique aujourd'hui. Et le sport est vraiment important pour moi. Je pourrais pas faire une journée sans sport, je pense. Quand tu étais petite, tu avais un métier auquel tu rêvais. Tu te voyais faire quoi ? Ouais, j'ai eu 2 métiers quand même auxquels j'avais un grand attrait. C'était d'abord le stylisme. Donc j'étais
Depuis toute petite, de mes 8-9 ans, j'avais des genres de carnets où on pouvait dessiner les vêtements sur les filles, comme ça, il y avait sur des les genres mannequins, sur les mannequins. la silhouette. Ouais, exact. Et du coup, ça, j'adorais vraiment. Et donc, je me disais, je veux trop faire du stylisme, je veux trop faire une école de stylisme. Mon papa avait déjà regardé pour moi, etc. Et puis, vers mes 14-15 ans, là, je commençais vraiment à vouloir aller dans le droit, devenir une grande avocate, devenir même une substitut du procureur. J'avais vraiment mes idées en tête, bien tracées. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que avec l'école en réto, on a été visiter le palais de justice avec un avocat qui nous a juste dégoûté de son travail en disant voilà, si vous voulez être payé à rien du tout et travailler de 8h à 22h tous les jours, c'est ce travail-ci qu'il faut faire, etc. Et j'étais là, il nous a donné aucune envie de faire ce job, de faire ces études-là. Et donc, je me suis pas dirigée vers ces études-là avec grand regret parce que je pense que c'est des études qui m'auraient vraiment correspondu. Donc voilà. Et donc, tu as fait quoi après? Du coup, après, j'ai fait de la psycho. Ouais. À l'UNIF? À l'UNIF, à l'ULB. J'ai adoré ces 2 années parce que j'ai fait 2 années en psycho. J'ai vraiment adoré parce que je trouve que peut-être comparé à d'autres domaines comme la médecine, le droit, on était directement plongé dès la première année dans des vrais cours de psycho. Donc on apprenait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'était hyper intéressant. Et après 2 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais de plus en plus de personnes qui me disaient que les débouchés en psycho étaient pas idéal, que tu faisais 5 ans et qu'après tu te retrouvais pas forcément dans la psychologie ou tu te retrouvais plutôt assistante sociale ou des choses comme ça. Et vu que moi je travaillais énormément à ce moment-là aussi, parce que je travaillais dans un bar à temps plein en même temps que mes études, donc c'était un rythme hyper intense entre mes études plus le travail. Et je me disais, je vais pas cravacher comme ça pendant 5 ans pour me retrouver à faire quelque chose qui me plaît pas. Donc j'ai décidé de me diriger vers la communication. Où ça? À l'ULB toujours. Ah oui, j'étais ok, t'as changé. Toujours à l'UNIF, quoi. Toujours à l'UNIF. J'étais une grande fan de l'université parce que c'est ce qui me permettait de pouvoir travailler sur le côté aussi parce que j'allais jamais en cours du coup. Et je travaillais moi-même de mon rythme à la maison. Et du coup, voilà. T'as fait tout ton bachelier en com? J'ai arrêté mon bachelier après la première année suite à une belle opportunité de projet avec mon ex-conjoint. Ouais, on peut en parler? Je sais pas si tu veux bien parler de ce... Avec plaisir. Parce que donc ton ex-conjoint que je connais aussi, Jérôme, c'est vrai qu'il fait une grande partie de ta vie de jeune adulte. Évidemment. Et puis, c'est le papa de ton fils. Exactement. Donc, raconte-nous un petit peu votre rencontre, les circonstances. Notre rencontre, on s'est rencontrés très jeunes. J'avais à peine 17 ans quand on s'est rencontrés. Lui avait 2 ans de plus que moi, donc il avait un côté pour moi très mature, très sécure, qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai directement été très attachée, très amoureuse. J'étais vraiment folle de lui. Donc du coup, après 1 an, on a décidé d'emménager ensemble directement. Donc à mes 18 ans, je suis partie de la maison. On a pris notre appartement à côté de l'ULB, donc d'où le fait aussi que j'étais une grande fan de l'ULB parce que j'habitais là-bas avec lui. Et là, on a vécu pendant 3-4 années vraiment bien. On avait notre chez nous, on était heureux, on était serein, on se comprenait, tout était simple. Après voilà, moi j'avais des petites blessures d'enfance à régler un peu dans ce couple parce que voilà, j'avais un côté très dépendante à lui, où je faisais que tout par rapport à lui, ou dès qu'il faisait quelque chose sans moi, ça n'allait pas. Et puis après 3-4 ans, 4 ans, on a eu cette opportunité ensemble de partir vivre à l'étranger tous les deux. Raconte-nous. Et c'était du coup, on adorait voyager déjà, donc on voyageait énormément tous les deux. On avait fait Bali, on avait fait plein d'autres voyages vraiment géniaux. Et puis il y a eu ce voyage en Thaïlande, et là on a passé 2 semaines merveilleuses. Et là on était dans un hôtel qui était tenu par un Français, et on rencontre ce patron, on commence à lui parler, on lui demande comment il a fait pour avoir cet hôtel sur cette île en Thaïlande, et il nous explique un peu comment il a fait. Et là, Jérôme et moi, on se regarde et on se dit, pourquoi pas nous, quoi. Et je me souviens, on était dans cet hôtel, dans la piscine, avec le soleil, c'était vraiment génial. Et on se regarde vraiment et on se dit, mais let's go, quoi. Pourquoi on le fait pas? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? La seule chose qu'on devait encore voir, c'était si on avait les fonds nécessaires pour le faire, évidemment. Et le lendemain, on partait déjà avec ce patron visiter des hôtels qui étaient à louer, évidemment, parce qu'en Thaïlande, on ne peut pas acheter si on n'est pas thaïlandais ou si on n'est pas marié à un Thaï ou à une Thaï.
mais on peut louer évidemment comme on louerait un appartement ici en Belgique. On paye la location et toutes les rentabilités qu'on a par rapport à l'hôtel, par exemple, nous sont dans la poche directement, quoi. On ne doit pas donner quelque chose par rapport à ça. Mais donc, on loue la terre qu'on utilise, on loue le bien qu'on utilise, mais après, tout ce qui est rentabilité, c'est à 100% dans notre poche à nous. Ah oui, ok. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, les personnes peuvent savoir aussi un peu comment ça fonctionne, parce qu'on se dit toujours, on peut pas, mais c'est possible, voilà, évidemment, avec des certains papiers, avec un bon avocat, avec plein de choses. Hein. Ça se fait pas non plus comme ça du jour au lendemain. Et on est revenu en Belgique, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve les fonds nécessaires maintenant, qu'on fasse un business plan. Ça, c'est plutôt Jérôme qui s'en est occupé. Et chose faite, on s'est dit, bon, OK, let's go. Moi, je suis repartie toute seule 3 mois après, avec une amie très chère à mon cœur. Et on est parties toutes les deux de nouveau sur cette île. Et là, on était vraiment suivis avec un agent immobilier qui nous faisait visiter plein d'hôtels. J'ai rencontré l'avocat, j'ai rencontré les entrepreneurs. Donc, je mettais déjà toutes les démarches en place pour pouvoir réaliser ce projet. Je suis tombée sur cet hôtel et là, c'était un coup de cœur. Faut savoir que c'était un hôtel qui était complètement abandonné, où ça se louait même pas 5 € la nuit. Il y avait des arbres partout. Enfin, il y avait même pas de piscine, il y avait rien. Okay. Mais je me suis dit, OK, il y a trop quelque chose à faire. Parce qu'on voulait plutôt, parce qu'évidemment, c'est un peu comme en Belgique si on achète. Au plus on va trouver quelque chose de moche et abandonné, au moins cher on va payer le loyer. Alors que si on trouve quelque chose de déjà magnifique et bien fait, on va payer beaucoup plus cher le loyer. Donc nous, on préférait investir dans les travaux, en sachant que si on investissait dans les travaux, on n'allait pas retoucher quelque chose après, mais on allait pouvoir profiter pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans de la rentabilité grâce à ça, et de toujours bénéficier d'un loyer beaucoup plus bas que si on prenait un hôtel déjà mis en place, magnifique, etc. Donc ça, c'était vraiment le choix qu'on avait fait. Et donc, il faut savoir que j'ai choisi cet hôtel sans même que Jérôme l'ait vu. J'ai signé les papiers. Jérôme ne l'avait pas vu, juste en photo, en vidéo. Il m'a fait confiance à 100%. Donc, moi, je lui ai dit, je crois, j'ai quelque chose avec cet hôtel. C'est celui-là, j'en suis sûre. Il m'a fait confiance. Et donc, lui, parce que lui, il devait dû rester en Belgique pour le travail. Et on parle de quelle somme tu avais en fonds propres pour commencer cette démarche, si tu peux le dire? Oui, 250 000 €. Ah oui, 250 000 €, vous avez réussi à rassembler en fonds propres? Ouais. Wow. Exact. Ouais, c'est quand même un budget. Du côté de Jérôme. Hein. C'était pas, je tiens à préciser quand même, c'était du côté de Jérôme. Moi, j'avais pas les fonds nécessaires pour pouvoir investir. Mais voilà, Jérôme a fait en sorte de regarder un peu ce que lui avait de disponible avec sa famille aussi. Et donc, ça a coûté plus ou moins 250 000 €. Ok, voilà. Donc là, vous commencez votre aventure thaïlandaise. Exact, thaïlandaise, ouais. C'était incroyable. Toi, donc tu quittes tes études. Moi, lui, je quitte mes études. Lui, il avait la chance déjà, parce que bon, moi, je décidais de tout quitter du jour au lendemain, mais j'avais pas de diplôme. J'avais juste une expérience dans le bar dans lequel j'avais travaillé pendant plus de 3 ans. Et lui, il avait déjà son diplôme de l'EFEC. Il avait déjà fait 1 an dans une société où ça se passait super bien. Donc, si maintenant ça se passait mal pour nous là-bas, lui, s'il revenait, il trouvait quelque chose du jour au lendemain très facilement. Moi, je me retrouvais un peu sans rien, mais je me suis dit, l'opportunité est là, let's go, j'ai pas peur, je veux y aller, et on y va, quoi. Et donc, on est parti, quand je suis partie seule, c'était en mai 2019, et on est parti en août 2019, du coup. Donc, 3 mois après, le temps de se débarrasser de l'appartement, de se débarrasser de toutes nos affaires, de faire les démarches administratives. Et on était partis pour cette aventure, quoi. Donc, projet, vivre là-bas et monter votre business. Exact, totalement. Ok, raconte-nous les premiers temps, comment ça se passe? Les premiers temps, des travaux, j'imagine. Exact, les premiers temps, on avait d'abord loué un Airbnb pour 3 mois, parce que c'était le temps qu'on s'était donné pour les travaux, plus ou moins 3 mois. Donc, on est arrivé, pas le temps de chômer, c'était directement parti, rendez-vous avec les entrepreneurs, on faisait les plans, etc. C'est vrai que c'était beaucoup moi qui étais en premier plan pour les discussions, etc. Parce que ça se passait mieux avec les femmes en général qu'avec les hommes. Les hommes, c'était plus un combat de coq entre eux, alors que quand moi je négociais, quand moi je discutais, c'était toujours plus apaisant, beaucoup plus doux. Donc les choses et les démarches se passaient beaucoup mieux. Et là, on est suivi 3 mois de travaux où on vivait avec presque rien. Vraiment, on mangeait presque du riz tous les jours, de moins en moins aussi. On mangeait pas beaucoup parce qu'on avait vraiment un budget exact par mois pour notre essence, pour manger, pour tout ça. Et s'en est suivi, oui, ces 3 mois de travaux. Il fallait qu'on aille tous les jours sur place parce que les Thaïlandais, ils sont juste adorables. Vraiment, j'adore cette culture, j'adore cette population. Elle m'est vraiment chère à mon cœur. Mais il faut être derrière eux, quoi. Il faut vraiment tout vérifier dans les moindres détails parce qu'ils peuvent te mettre
presque un WC au plafond, par exemple. C'est vraiment des trucs, parfois, tu te dis, mais comment tu peux réfléchir comme ça? Et ils te mettent des trucs là où il faut pas du tout. Et donc, du coup, il fallait vraiment tout vérifier. Et il fallait aussi monter le business de l'hôtel, tout simplement. Il fallait monter le site internet, il fallait créer l'âme de l'hôtel, ce qu'on voulait donner aux clients, ce qu'on voulait offrir aux clients. Tout ça, c'est moi qui m'en suis chargée aussi. Et j'ai juste pris 10 ans de maturité en 3 mois, quoi. En 3 mois de J'imagine. travaux comme ça, loin de ta famille. J'avais 21 ans à ce moment-là quand je suis partie. Vrai, Donc jeune. j'étais vraiment un petit bébé encore. Il y en avait des qui étaient encore dans leurs études. Moi, j'étais là-bas à 10 000 kilomètres, occupée à négocier avec des Thaïlandais, avec des sommes parfois très importantes quand même, parce qu'on ne parlait pas de 3 000 à 4 000 euros. Hein, donc, on parlait quand même de sommes assez importantes, des discussions avec les avocats. Enfin, c'était assez intense, mais... Et pour être clair, les 250 000 euros, c'était juste pour louer le bien ou c'est pour les travaux et tout compris? C'est pour tout. Tout le budget. C'est ça, tout compris. Okay. Il faut savoir que la règle, c'était qu'on paye le loyer 3 ans à l'avance. Donc, il fallait déjà payer pour 3 ans de loyer. Oh. Et après, tout le reste, c'était l'investissement travaux et mise en place dans l'hôtel parce que déjà, il faut acheter un matelas pour chaque chambre. Combien de chambres il y avait? 12 chambres. 12 chambres. Donc, à chaque fois, il faut faire tout x12, quoi. Ouais. Et même pour la literie, c'est pas x12 qu'il faut faire, c'est x36 parce qu'il faut toujours avoir de la literie en réserve. Donc, toutes les petites choses comme ça auxquelles, au début, on pense pas. Oui, tu connaissais rien au monde hôtelier. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout. Et donc, du coup, il faut un peu se familiariser avec ce monde-là et se dire, OK, là, il faut prévoir autant. Mais heureusement, ce patron qu'on avait rencontré, Hervé, il s'appelle, vraiment une magnifique rencontre. Il avait une femme et 2 enfants. C'était une famille vraiment géniale. Il nous a beaucoup aidés. Moi, je le considère comme un de mes mentors dans ma vie, avec mon patron actuel, parce qu'il nous a appris tellement de choses et il était juste d'une générosité, mais pas possible, et il nous donnait tous ses les fournisseurs, tous ses les conseils, adresses, exact, tout. Et pour trouver la clientèle, parce qu'au début, notre travail a bien payé. Je pense que le destin nous a donné vraiment ce qu'on méritait parce que on s'est mis évidemment classique sur différentes plateformes en ligne de réservation comme Booking, TripAdvisor, Agoda pour l'Asie. Et on a ouvert le 10 décembre. Le 15 décembre, on avait notre première cliente. Ça, je m'en souviendrai toujours, évidemment, parce que quand on accueille le premier ou la première cliente, ça fait toujours quelque chose. Et puis après ça, on était full. Tout le temps, tous les jours. Voilà, les 12 chambres étaient pleines tout le temps. Ça roulait. On s'y attendait pas du tout parce qu'on avait vraiment fait différents plans. Voilà, si on était rempli à 20%, à 30%, à 40%, on voyait quand même le plus négatif au cas où. Et là, on était rempli à 100%, quoi. Et la logistique, tout ça, qui faisait les chambres, vous aviez... on avait des employés, évidemment. On avait une petite équipe d'employés. On avait 2 femmes de ménage. Donc ça, c'était vraiment elles qui s'en occupaient. On avait une réceptionniste manager, comme je l'appelais, parce que c'était elle qui, du coup, gérait les femmes de ménage, parce que les femmes de ménage parlaient que thaï. Donc, du coup, il fallait vraiment une manager qui parlait très bien l'anglais, ce qui était le cas, et qui savait discuter avec les femmes de ménage. Et on avait aussi un barman. Donc ça, c'était ce qu'on avait. Et alors, moi et Jérôme, chacun s'occupait un peu de ce qu'il avait à s'occuper. Jérôme s'occupait beaucoup des réservations en ligne, de la gestion des réservations. Moi, je m'occupais plutôt de l'accueil quand il fallait aussi, des check-out, des check-in. Et le matin, on faisait tous les 2 le petit-déj ensemble. Voilà, vous proposiez aussi un petit-déj. Voilà, ouais, ça c'était très chouette. J'aimais trop ce moment. Je me levais super tôt. L'hôtel était calme, il n'y avait personne. C'était hyper agréable. Moi, je faisais déjà tout le préparatif et Jérôme arrivait pour servir. Ok. Voilà. Donc, et puis après la journée, faut savoir que c'était un boulot 24 heures sur 24. Hein, ça nous est déjà arrivé. On partait pour faire quelque chose la journée. On nous appelle en urgence. Il faut venir pour ça. Hop, on revient, quoi. Donc, on pouvait faire des choses la journée, mais il fallait rester disponible 24 heures sur 24 tout le temps, quoi. Même la nuit, ça nous est déjà arrivé que des clients viennent toquer à notre... Parce qu'il faut savoir que... C'est vrai que j'ai pas précisé ça. Il faut savoir que dans l'hôtel, on avait fait en sorte de nous créer un appartement sur place. Et donc nous, on vivait, c'était un peu, je pense aussi, la chance qu'on avait et que les clients avaient, c'est que nous, on était là 24 heures sur 24, qu'on accueillait les clients comme si c'était chez nous, comme si c'était un bed and breakfast. Et ça, c'était vraiment incroyable. Mais du coup, c'est vrai que les clients pouvaient venir nous déranger à n'importe quelle heure. Et ça nous est déjà arrivé qu'un client vienne à 2 heures du matin parce qu'il avait perdu sa clé ou que sa climatisation fonctionnait pas ou des choses comme ça.
Mais on avait un côté avec les clients où c'était comme si moi, c'était très important. Je voulais les accueillir et qu'ils passent les meilleurs jours de leur année, quoi. Parce que je me dis, c'est des personnes parfois qui travaillent toute l'année pour s'offrir peut-être une semaine quelque part. Je veux qu'ils passent les meilleures vacances de leur vie. Et donc, on avait quand même un lien très particulier avec nos clients, pas avec tous, mais avec certains, oui. On a déjà été manger avec des clients. Parfois, on se mettait sur la plage et on discutait avec eux jusqu'à des pas d'heure. Jérôme est déjà sorti en boîte avec des clients aussi. Et on est même allé se faire tatouer avec des clients. Donc, c'était vraiment... Et c'est des gens avec qui on est encore en contact aujourd'hui. S'ils m'écoutent maintenant, évidemment, je me dis que je leur mets évidemment le bonjour et que c'est des très belles rencontres que j'ai pu faire. Donc voilà, c'était un peu la façon dont on fonctionnait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Covid. Ce malheureux Covid nous est tombé dessus sans qu'on s'y attende. Du coup, 5 mois après qu'on s'était lancé, ça a été très dur, très difficile, parce que... Frontières fermées, l'hôtel vide. Alors tout le monde nous disait ah, mais vous êtes au soleil, vous pouvez profiter. Mais non, quand tu es là dans ton hôtel et qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. L'île, elle était vide, déserte, alors que c'est une île qui vit mais tellement fort, qui vibre fort. Enfin, et là, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, nous, on était là, on était juste déprimés parce qu'on se dit quand est-ce que ça va revenir, quand est-ce que ça va se relancer. Les mois passèrent, les frais étaient là. Hein. C'est pas parce que le monde s'arrête de tourner que le Covid est là que les frais ne sont plus là. Donc nous, on devait quand même encore payer notre loyer qui allait bientôt arriver parce qu'on avait payé pour 3 ans. Donc ça, c'était un peu notre chance. On savait qu'on avait encore le temps d'un peu tenir tout en payant les frais quand même par mois parce qu'on avait quand même des gros frais d'électricité, etc. Quand il faut entretenir une piscine, la piscine, on peut pas ne plus l'entretenir du jour au lendemain. Et c'était quand même une grande piscine. Donc du coup, c'était tous des frais qu'on devait compter. Et après, je dirais plus ou moins 6 mois, on n'en pouvait plus d'être là-bas. C'était trop difficile, on avait besoin de retrouver le réconfort de la Belgique, le réconfort de nos familles. Et on s'est dit, bon, on prend un aller simple pour la Belgique, on fait la surprise. On a fait la surprise à tout le monde, on leur avait pas dit. Et là, on s'est retrouvés en Belgique et on s'est dit, bon, on est ici, autant en profiter pour trouver du travail. On a trouvé tous les deux du travail. Donc là, vous saviez que vous arrêtiez? Non, on savait pas encore. Là, on voulait vraiment... Donc, on avait juste fait un aller comme si on prenait des vacances, nous, du coup. Ah oui, ok. Et on continuait à entretenir l'hôtel à distance avec une personne de confiance qu'on avait là-bas. Et on s'est dit, on retournera quand... à la base, on se faisait juste un aller simple pour 2 semaines. Mais après, une fois qu'on a trouvé du travail en Belgique, on s'est dit, bon, grâce à ça, on s'est payé nos frais de là-bas. C'est ça. Donc, on va rester comme ça le temps que les choses se remettent dans l'ordre. Et après, on retournera en Thaïlande. Ok. Et donc, on avait tous les deux trouvé du travail. Ça nous permettait de payer nos frais. Donc, on continuait comme ça. Voilà, les mois passaient. On passait du temps en Belgique. On était proche de nos familles. Ça tournait bien. Même si le temps se faisait long, parce que ce Covid a été très long. Et même si en Belgique, on a eu un confinement et puis on n'était plus... Parce que nous, on n'a pas du tout connu ce confinement ici. Et qu'après, on n'était plus et que les restaurants, par exemple, réouvraient ici, etc. L'Asie, elle était toujours clôturée, quoi. Il y avait rien qui tournait. Donc du coup, un moment est venu le moment où il fallait repayer le loyer. Ouais. Et c'est une somme quand même importante. Il fallait repayer pour 3 ans, parce que c'était à chaque fois ça la règle, payer chaque 3 ans pour 3 ans. Et on avait l'argent que pour 1 an. Donc on s'est dit, on va négocier avec le propriétaire, on est quand même en situation de Covid, on va essayer de voir avec lui si on peut payer que pour 1 an. Et il a refusé. Et donc là, on était face tous les deux. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un prêt à la banque pour repayer ces 3 ans? Et on ne sait pas quand ça va revenir, donc c'était un risque qu'on prenait. Ou est-ce qu'on décide de revendre? Parce qu'on savait quand même revendre, évidemment, parce qu'on avait fait des travaux. Voilà, c'est ça. La personne allait reprendre le prix de notre loyer, mais elle reprenait un magnifique hôtel avec toutes les fournitures, etc. des gens, un site internet. La base clientèle, les avis booking, parce qu'on avait quand même réussi à récolter une note de 9,3. Donc c'était quand même... tout ça, c'est des choses qui se payent, évidemment. C'est la reprise du commerce. Et là, on s'est regardé et on n'a pas eu le choix, en fait. On s'est dit, bon, l'aventure doit se terminer. Pour nous, c'était très difficile. Jérôme l'a super mal vécu, moi aussi, parce qu'on perdait quand même de l'argent. Vous avez perdu quand même Il a perdu beaucoup d'argent, je vais pas mentir, parce que qui dit situation Covid, ça a dû arriver en Belgique aussi, dit une situation où on peut profiter
de ce que certaines personnes traversent. Voilà, elles n'ont pas le choix et du coup, on peut se permettre de taper dans les prix et de les casser. Donc, ça a été un moment très, très difficile pour nous. Pour votre couple aussi? Pour notre couple, évidemment, évidemment. Pour notre couple, évidemment. Pour nous, parce que nous, on avait notre vie là-bas. C'est comme si maintenant on notait la vie de quelqu'un ici en Belgique, qu'on lui disait t'es obligé de vendre ta maison et t'es obligé d'aller vivre en France, par exemple, mais qu'il a toute sa vie ici. Ben nous, c'était pareil. Même si nos familles étaient ici, nous, on avait notre vie là-bas, on projetait tout là-bas, on savait déjà où on voulait mettre notre enfant à l'école, on avait nos amis, on avait nos proches. Enfin, c'était notre vie, quoi. Donc, du coup, dire non à ce rêve, c'était vraiment... c'était un crève-cœur, quoi. C'était vraiment, la vie était injuste avec nous, après tout le travail qu'on avait fourni, après tout ce qu'on avait osé, c'était vraiment un crève-cœur, vraiment. Comment vous êtes retombés sur vos pattes ici? Donc vous gardiez vos boulots que vous aviez trouvés qui étaient normalement temporaires, Ouais. et vous vous êtes dit voilà, on se bat, on reprend un loyer à 2, on continue notre vie. J'imagine, Aaron n'était pas encore là? En Il y a fait, eu c'est cette idée ça. bébé peut-être qui a germé? Moi, c'est ça qui m'a sauvée, on va dire. C'est mon petit garçon. Parce qu'on avait déjà eu l'idée de faire un bébé ensemble quand on était encore en Thaïlande. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Tu sais pourquoi? J'avais été diagnostiquée SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça mettait plus de temps. J'ovulais moins que certaines femmes. Et donc, ça a mis quasi 2 ans pour faire Aaron. Et Aaron, je suis tombée enceinte de lui. C'est aussi ça qui a fait aussi... c'est aussi ça qui a Pencher joué la dans notre balance, décision, ouais. parce qu'en fait, j'étais enceinte de 5 mois Ah oui. quand il a fallu prendre cette décision. Ouais, OK. Donc, ça a été beaucoup de choses en même temps aussi Oui. pendant la grossesse. Mais donc, du coup, ça a pesé dans la balance aussi. On s'est dit, on a un petit bout qui arrive. Il faut qu'on prenne une décision qui soit sûre, qui soit sécure aussi, surtout pour le petit. Donc, c'est aussi ça qui a penché dans la balance pour nous. Mais du coup, une fois qu'on était ici, moi, je continuais dans le boulot que j'avais trouvé. Jérôme, lui, donnait des cours de tennis. Et une fois qu'on était sûr qu'on restait en Belgique, là, il est retourné dans son domaine, c'est-à-dire tout ce qui est commercial, vente, etc. Et là, il a trouvé une place dans une super boîte dans laquelle il est toujours actuellement. Et moi, j'ai un peu... après, j'ai eu évidemment mon congé de maternité. Puis, j'ai travaillé dans le club de tennis de mon papa. Parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais me diriger, j'étais un peu perdue. Pendant le Covid, j'avais fait des études d'architecte d'intérieur que j'avais réussi avec brio. Mais me lancer en tant qu'indépendante alors que j'avais un petit bout de 4 mois, c'était juste insensé. Donc je savais pas trop ce que j'allais faire. Et donc je faisais cette saison parce que mon papa est ouvert qu'en saison de avril à septembre et mon congé de maternité se finissait en avril. Donc quand le petit avait même pas 3 mois, il a déjà commencé la crèche. Ça, c'était aussi un crève-cœur. Mais du coup, après, en septembre, je me suis dit, OK, il faut que je recherche maintenant un travail. Et là, j'ai eu une magnifique opportunité qui s'est présentée à moi dans les ressources humaines. Et je travaille du coup dans cette boîte depuis 2 ans et demi maintenant. Et j'y suis très heureuse. C'est un promoteur immobilier. J'ai eu beaucoup de responsabilités là-bas. J'ai appris énormément de choses. Et j'y suis toujours. Et c'est un vrai plaisir d'être là-bas. Donc, on a su retomber sur nos pattes. Votre séparation là-dedans, elle arrive quand? Notre séparation, elle arrive, donc le petit est arrivé, ça s'est bien passé, notre couple allait bien, même s'il y a eu cette difficulté de perdre l'hôtel et que c'était très compliqué pour nous. Notre séparation est arrivée quand le petit avait 1 an et demi. Mais déjà avant ces 1 an et demi, ça a été une année très compliquée. En fait, il a eu 1 an en janvier 2023 et l'année 2023 a été très compliquée entre nous. Les raisons, je ne sais pas expliquer vraiment pourquoi. À la gestion d'un petit, enfin les nuits courtes. Ça a joué évidemment, comme je pense tous les couples qui ont un enfant, tous les couples, mais je pense surtout qu'on se comprenait plus. On n'avait plus la même vision du couple alors que ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. On avait un enfant, on avait eu un business et notre vision du couple commençait à être complètement opposée, quoi. Et moi, ça me faisait mal, ça me brisait le cœur. Et du coup, on s'est dit, bon, on va faire une thérapie.
On va se battre pour notre couple parce qu'à l'année 2023, au tout début, on s'est déjà dit on arrête cette relation, on n'est pas heureux l'un avec l'autre. Mais pour moi, on n'avait pas été au bout encore à ce moment-là. On n'avait pas été au bout de cette relation. On s'est dit il faut qu'on se batte encore pour Aaron. Et là, on a fait une thérapie de couple pendant plusieurs mois. Et à la fin, la décision a été de se dire ça va pas, on se comprend plus. Notre fils le ressentait aussi évidemment parce qu'il y avait des tensions tout le temps à la maison. Il n'était pas heureux, je n'étais pas heureuse. On n'avait plus la même vision du futur. On s'est dit on va arrêter le carnage comme on dit et on va se séparer. On va essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour notre fils parce que c'était ça le plus important. Et on a pris cette décision du coup en octobre 2023. Entre-temps, vous aviez trouvé un loyer. On avait acheté une maison. Vous aviez acheté une maison. On avait acheté une maison. On avait acheté une maison fin 2022, donc tout s'est un peu enchaîné. On avait fait on avait pris des décisions peut-être qui n'étaient pas idéales, mais après voilà. Du coup, au début, on se partageait la maison. Donc très compliqué, on faisait vraiment une garde alternée de la maison parce qu'on voulait pas que le petit bouge de la maison. Et donc on faisait 3 jours, 3 jours l'un était dans la maison, voilà, et 3 jours l'autre était dans la maison. Comment t'as vécu ça? Super mal. C'était impossible. Moi, j'arrivais même plus à dormir dans le lit. Je dormais dans le canapé. C'était impossible pour moi. Je me sentais pas chez moi du tout. C'était hyper dur. Et puis, du coup, quand c'était pas mes 3 jours à moi dans la maison, j'allais dormir chez mon papa qui habitait à l'opposé de chez nous, qui n'avait même pas une chambre pour moi. Je devais dormir dans le canapé aussi. Donc, j'avais plus rien. Je vivais avec ma valise dans ma voiture. Donc, c'était vraiment l'horreur. Et heureusement, en 3 semaines, j'ai vraiment donné. Je voulais vraiment trouver mon appartement, retrouver mon indépendance et j'ai trouvé l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui toujours. Et je suis partie du coup après 3 semaines. Jérôme, lui, a gardé la maison parce qu'on avait un crédit, parce qu'il fallait vendre cette maison. Une maison, ça se vend pas en 2 jours. Il faut le temps de mettre les annonces, de trouver l'acheteur, de passer chez le notaire, etc. Et donc Jérôme a dit « Ok, moi je garde la maison, j'assumerai le prêt en attendant ». Au vu qu'on avait une séparation, on avait su diminuer, ne plus payer les intérêts, je pense, ou quelque chose comme ça. Jérôme payait en tout cas moins, parce que la séparation faisait partie d'une des raisons pour lesquelles on pouvait diminuer le prêt qu'on avait. Et du coup, ça a duré comme ça. Donc, on s'est séparés en octobre et ça a duré comme ça jusque mai. Et puis, on avait vendu la maison et Jérôme, en mai, a pu partir et a trouvé son appartement aussi. Avant de passer à cette seconde partie, en fait, de toi, de ta vie, de ta construction, comment t'as vécu ta grossesse? Très bien. Ma grossesse, c'était magnifique. Enfin, magnifique. Je vais dire quand même que les 5 premiers mois ont été compliqués. C'était beaucoup d'angoisse parce que comme j'avais mis 2 ans à tomber enceinte, heureusement, j'avais jamais eu de drame. Voilà, j'ai jamais eu tout ça, Dieu merci. Mais j'étais très stressée justement d'en avoir un parce que j'avais tellement eu de difficultés à tomber enceinte. Je me suis dit, il peut se passer quelque chose, quoi. Et j'étais pas prête du tout à ça. J'avais déjà eu assez de tests négatifs, assez de déceptions, parce que je suis tombée enceinte juste avant de commencer les traitements. Donc, comme si le petit miracle est arrivé au bon petit moment, mais je devais commencer les traitements à l'hôpital. Et ça s'est arrêté il est arrivé juste à ce moment-là, le petit. L'accouchement horrible. Horrible, traumatisant. Vraiment, ça a été, et c'est quelque chose qui a, comme avec la Thaïlande, qui a joué dans mon état dans lequel je suis aujourd'hui, évidemment. Ouais, on va y venir. C'est aussi pour ça que je me permets de poser la question de ta grossesse, parce que quand le corps change... Mais ça a été, j'étais tellement heureuse d'avoir enfin un enfant, d'être enfin enceinte, que je faisais tout pour ça, je faisais tout pour lui. J'étais vraiment déjà une maman comblée à ce moment-là, quoi. Mais par contre, l'accouchement, ça a été... horrible. Tu peux nous raconter en 2 mots? 24 heures de travail déjà, péridurale qui fonctionnait pas. À terme? J'ai été déclenchée. Ouais. Donc déjà ça, je pense que ça a joué dans la douleur. Parce que tu avais dépassé le terme? Parce que ça faisait 1 semaine que j'avais rompu la poche des os, mais un tout petit peu. Oui. Et donc, il fallait que j'aille tous les jours à l'hôpital pour vérifier qu'est-ce qui restait encore, parce qu'ils voulaient pas me déclencher à ce moment-là. Et après une semaine... C'était trop tôt? C'était 1 semaine plus tôt. Donc voilà, c'est des décisions. Parfois, on peut pas comprendre toujours les décisions qu'ils prennent, mais le petit était prévu le 26 janvier et ils m'ont déclenché du coup le 26 janvier. Et j'ai accouché le 27. Ok. Et du coup, 24 heures de travail, péridurale qui fonctionnait pas, douleur atroce, c'était long, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire, donc j'étais juste épuisée.
Son cœur s'est arrêté de battre 2 fois aussi pendant le travail, donc ça a été très dur. Et puis pendant la poussée, ça a duré, quasi 1 heure. Donc ça a été très long, heu, souffrance plus. Vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'étais épuisée. Je pense et je suis sûre de toute façon parce que j'ai été voir une autre gynécologue après, que ma gynécologue a mal géré l'accouchement parce que j'avais en fait un très grand et très gros bébé. Sauf que moi j'étais, toute mince et j'avais pas des hanches très larges et que de ce que les autres gynécologues, parce que j'ai été en voir plusieurs après parce que j'ai eu beaucoup de complications dues à cet accouchement, m'ont dit: «Mais je ne comprends pas pourquoi on ne vous a pas programmé une césarienne». C'était pas possible avec un bébé comme celui-là, parce qu'il faut savoir qu'Aaron faisait 54 centimètres et 3 kilos 800. Oui, beau Donc bébé. voilà, et comme j'ai dit, j'étais assez mince et des hanches vraiment pas larges. Donc du coup, d'où le fait que ça a mis 50 minutes. Il a été sorti quand même par ventouse pour Wow, finir. cœur. On m'a pas fait d'épisio, donc j'ai eu une déchirure stade 3, Mmh. en sachant que la plus grosse déchirure, c'est le stade 4. Donc j'ai eu énormément de complications par après et en plus de ça, quand il est sorti, il respirait pas. Donc il a été directement emmené avec son papa. Je l'ai pas eu directement contre moi, mais je dois avouer que j'étais tellement à bout de la poussée et de tout ça que j'étais juste occupée à pleurer dans les bras des sages-femmes, en fait. J'ai pas eu ce côté où ça m'a traumatisée de pas l'avoir contre moi directement. J'étais tellement à bout, épuisée, j'avais tellement mal en bas, tellement. Puis on est venu m'expliquer, voilà, vous avez une déchirure comme ça, et cetera. Donc un événement très traumatisant qui fait que j'ai pas spécialement envie d'avoir un deuxième enfant. Donc c'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que j'ai encore envie de construire ma famille, même si elle sera différente du fait que je me suis séparée du père de mon fils, et je pense que c'est ça qui est le plus dur pour moi aujourd'hui dans cette séparation, même si elle était d'un commun accord. C'est l'idée que tu te faisais C'est d'une l'idée famille. de la famille et de se dire que ce sera pas la famille que j'avais imaginée, la famille, idéale, même si on sait qu'il y a pas de famille idéale, hein, il y a pas de famille parfaite, et cetera. Voilà, le côté d'une famille unie avec 1 ou 2 ou 3 enfants, où on est soudés, et cetera. Mais donc voilà, malgré tout, j'ai envie de recréer une autre famille qui sera différente, mais qui sera tout aussi belle, j'en suis sûre. Mais cet accouchement me bloque à l'idée d'avoir un deuxième enfant complètement. Et beaucoup de femmes sont dans le cas, je pense qu'on n'en parle pas assez. Enfin, Mmh. ça peut être vraiment traumatisant. Exact, et voilà, je veux pas faire peur à des femmes qui sont Oui. enceintes ou quoi que ce soit, parce que moi, quand j'y étais à cet accouchement, j'y allais en me disant: «Je suis OK pour tout. Si je dois avoir une césarienne, je ferai une césarienne. Si je dois avoir une épisio, j'ai une épisio. Si, ça doit durer autant de temps, ça durera autant de temps». Mais il y a eu trop de choses qui ont fait que ça m'a traumatisée, vraiment. Je dois le dire, ça a été vraiment traumatisant. Donc suite à votre séparation, tu t'es reconstruite. Comment toi, tu as vécu mentalement, psychiquement? Parce qu'on va y venir, non, je vais le dire, tu as aussi une santé mentale qui a empathie. Complètement, Tu as eu, des troubles du comportement alimentaire. complètement. Tu as eu ou tu as, je te Ouais. laisse Mmh mh. je te laisse en parler, comme tu Mmh. le sens par rapport à ça. Et c'était aussi ça ma question liée à la grossesse, que je sais que quand on souffre de ce genre de trouble, ça peut être difficile de voir son Mmh. corps changer. Ouais. Tu peux nous en dire, 2 mots, d'où ça Ouais. démarre et comment ça a Ouais. évolué pour toi? Bah, ici, moi, je souffre, plus précisément d'anorexie mentale. Mmh. Ça fait maintenant, 6 ans que je souffre de ça. Ça a démarré quand j'étais en Thaïlande. Je l'ai un peu dit là tout à l'heure quand j'expliquais un petit peu qu'on vivait avec rien et Oui. qu'on mangeait quasi rien. C'est surtout moi qui mangeais quasi rien. Tu te rationnais? Voilà, ouais, c'était complètement rationné, de moins en moins. Jérôme en pouvait plus, il m'engueulait tout le temps. Il me disait: «Mais c'est pas possible que tu manges si peu». J'étais accro à ma balance, je me pesais 4-5 fois par jour. Je voulais toujours que le poids soit plus bas, soit plus bas, soit plus bas. Et donc ça a commencé là, en fait. Mais sauf qu'au début, on s'en rend pas compte. Au début, on est dans le déni, on se dit: «Non, j'ai pas de problème, j'ai juste envie d'être mince, j'ai juste envie Tu d'être voulais perdre belle». du poids, de base? Pas spécialement, non. C'est juste, c'était un jeu avec ma balance qui a commencé, où je voyais que ça diminuait de 100 grammes, et puis une fois que j'avais diminué de 100 grammes, je voulais plus reprendre 100 grammes de plus, et puis ça diminuait de 200 grammes, et puis je voulais plus reprendre 200 grammes de plus. Et c'était un peu un jeu, en fait, qui a commencé avec ma balance, parce que je me sentais très bien dans mon corps les années d'avant. J'ai eu une période un peu où je me sentais moins bien dans mon corps, mais c'est vite Oui, passé, ça a pas l'adolescence, duré, voilà, ça a pas duré très longtemps. Mais après, j'étais toute confiante, j'avais un rapport très bon avec mon corps, un rapport très sain à la nourriture, enfin durant l'enfance et l'adolescence, tu as jamais non. eu de problème Jamais. Jamais, problématique avec jamais, le poids? jamais. Donc ça a démarré quand j'avais, 20 ans du coup, donc Mmh. assez tard, hein, parce qu'en général, les troubles commencent quand on est beaucoup plus jeune. Mais bon, comme je dis toujours et je veux vraiment le répéter,
il n'y a pas des règles pour souffrir de troubles alimentaires. Il n'y a pas un poids à faire, il n'y a pas une taille à faire, il n'y a pas une forme, il n'y a pas un âge, il n'y a rien du tout. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. À partir du moment où on ne se sent pas bien avec son alimentation, où on sent que c'est pas sain. Oui, qu'il y a une forme d'anxiété. Voilà, qu'il y a une forme d'anxiété, de contrôle surtout, de crise, parce qu'on parle aussi de crise dans certains cas, c'est qu'il y a un problème et qu'on souffre de ce trouble. Donc ça, c'est très important. Je voulais quand même mettre le point là-dessus parce que justement, pour ma part, du coup, je souffrais de ce trouble il y a 6 ans. Quand on est revenu en Belgique, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, mon papa s'en est rendu compte qu'il y avait un problème et Jérôme lui en a parlé. Il se rendait compte de ton poids qui avait baissé. Exactement. Ouais, ça lui faisait peur et Jérôme lui disait que je mangeais quasi pas, qu'il y avait un problème. En sachant que c'était de pire en pire. Quand on était en Thaïlande, quand le Covid après évidemment est arrivé, en fait on se réfugie là-dedans. Quand on va pas bien, etc., on va se réfugier là-dedans. Et il y a un moment quand j'étais en Thaïlande où j'ai pas mangé pendant 10 jours, par exemple. Donc moi j'étais vraiment dans la restriction pure et dure, pas à compter les calories. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas de règles. Je me suis jamais fait vomir, j'ai jamais fait ce genre de choses-là, mais j'étais dans la restriction pure et dure. Dans le contrôle ferme, en fait. Dans le contrôle. Exactement, c'est quelque chose qui me définit énormément. J'ai toujours eu besoin de contrôler beaucoup. Même dans ma relation de couple avec Jérôme, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça n'allait plus. C'est parce que j'étais toujours dans le contrôle et que pour lui, ça devenait pesant, ce que je comprends. Et du coup, on est revenu en Belgique et là, mon papa a appelé une clinique. La clinique m'a appelé et ils m'ont demandé quel poids vous faites, combien vous mesurez. Et ils m'ont dit « Ah ok, ça va aller alors. C'est pas une hospitalisation ou de vous voir, ce n'est pas nécessaire. » Et là, j'étais seulement à 1 an, ça faisait seulement 1 an que je souffrais de ce trouble. Mais si on m'avait pris à ce moment-là, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas autant souffert de ce trouble que j'ai souffert ces dernières années. Oui, la clinique s'est arrêtée sur un voilà, poids et une taille. Exact. En fait, c'est pour ça que je le répète de nouveau ici, et ça ne se résume pas à un poids et à une taille, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, tu fais bien de le dire. Oui, vraiment, c'est important parce que je sais et on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, je pense, de plus en plus, pour en avoir rencontré, pour en avoir croisé. C'est plus dans le monde que ce qu'on pense et il n'y a pas beaucoup de spécialistes, malheureusement, ici en Belgique, que ce soit des diététiciennes ou des psychologues. Donc, c'est important de se référer un peu et de se dire s'il y a un souci et qu'on s'en rend déjà compte, parce que ça fait partie des troubles du comportement alimentaire, c'est qu'au début, on est complètement dans le déni. On se dit que c'est du contrôle, qu'on veut juste être mince, il n'y a rien de grave. Et après vient la phase, on appelle toujours cette phase, la première, on l'appelle la phase lune de miel, parce qu'on est fiers de nous, c'est vraiment ça, on est fiers. Il y a de la satisfaction, il y a de la fierté, donc ça nous apporte énormément de choses. Et ensuite, dans la deuxième phase, là, on commence à se rendre compte qu'il y a un problème. Et on se dit, ah ok, peut-être que je devrais un peu faire attention ou moins faire de crise ou moins me restreindre, par exemple. Et puis la troisième phase, c'est la phase qui devient invivable. Parce que là, c'est complètement la maladie, voilà, parce que moi je dis que c'est une maladie, il y en a qui le diront que ça ne l'est pas, mais moi j'appelle ça quand même une maladie. C'est la maladie qui nous contrôle, quoi. Au début, on pensait la contrôler, mais elle prend de plus en plus de dessus sur nous, sur nos pensées, sur notre manière d'être, sur notre humeur, sur plein de choses. Donc là, ça devient très compliqué à gérer. Toi, dans les faits, du coup, donc t'es avec Jérôme, là, la maladie, t'es en phase de lune de miel d'abord. Ouais, ton papa fait un peu ce SOS, red flag. La clinique un peu te rassure, toi ça te conforte. Je suis très contente à ce moment-là, parce qu'évidemment pour moi à ce moment-là je suis en phase lune de miel, donc pour moi je n'ai pas de problème. Donc il est hors de question de me dire que je dois guérir de quelque chose que je n'ai pas selon moi. Donc ça rassure un peu tout le monde, cet appel, genre ton père dit ok, ça complètement, va. Ça rassure tout le monde, donc moi je suis contente évidemment parce que je peux continuer mon petit train-train comme je l'appelle. C'est quoi tes journées, tu peux en parler? Mes journées, c'était très simple, je mangeais pas de la journée, jamais. Le matin, le midi, la journée, je mangeais jamais. Et le soir, je mangeais une très petite quantité de plats. Voilà, j'accordais pas trop d'importance, comme j'ai dit, sur les calories, donc je mangeais de tout. J'étais devenue végétarienne aussi, mais je mangeais très, très, très peu. Tu penses que tu es devenue végétarienne pour cacher un peu ça? Au début, je pense, oui, ça a joué. Et maintenant, je suis très en phase avec ça et je sais les raisons pour lesquelles je le suis, mais... Oui.
Mais au début, ça a été un peu ça. C'était au début, je supprime la viande, et puis après, je supprime le poisson, et puis après, je supprime le sucre, et puis on supprime de plus en plus. Je suis allergique au lactose, et alors que ça n'a rien à voir, mais Tu c'est trouves pour des prétextes, quoi, des on trouve des excuses. prétextes pour supprimer de plus en plus d'aliments de son alimentation, quoi. Pour la vie de famille, j'imagine que ça a un impact. Tu vas pas devoir manger, enfin, tu déjeunes pas avec ton fils, ou tu vois, il Ouais, y a pas de lunch exact. le midi, Non, ou tu manges juste le soir une petite ouais, quantité. exact. Comment tu, enfin, j'imagine Jérôme, ça devait le Jérôme, ça a été très compliqué pour lui. Je pense qu'à un moment, il a abandonné, mais ça a été très compliqué pour lui à gérer parce qu'il a essayé de m'en sortir, hein, vraiment, je le sais. Mais une fois qu'on est dedans, c'est très difficile d'en sortir. Hem, je pense que pour la vie de famille, j'arrivais encore à gérer, mais même, par exemple, comme tu l'as dit, hein, avec mon fils, le matin, il mange tout seul. L'après-midi, si on était le week-end, il mange tout seul. Ça m'est déjà arrivé le soir de ne pas manger aussi, hein. Mmh mh. Cette année, enfin l'année passée, du coup, en 2024, Mmh. ça a été l'année très compliquée pour moi, et là, j'ai fait des crises d'anorexie où là, j'ai pas mangé pendant 1 mois et demi. Mmh. Donc ça a été vraiment, l'anorexie a été le plus haut qu'il n'a jamais Ouais. été qu'elle n'a jamais été dans ma vie, et donc là, il m'est arrivé vraiment, et mon fils me disait: «Ah maman, mange. Ah Oh. maman, tu veux ça?» Mmh. Et enfin, Oui. vraiment mignon, quoi, et donc je me disais: «Mais quel exemple je suis occupée à lui montrer?» Mmh. Parce que le soir, j'étais assise à côté de lui et je mangeais pas, je le regardais manger, et pareil pour le midi, pareil pour le matin, donc très compliqué à gérer. Raconte-nous un peu cette année qui était un peu charnière pour toi. Donc Mmh. séparation, là tu trouves ton appart, tu trouves ton petit nid, tu travailles dans cette Mmh. boîte. Sur le papier, ça a l'air de bien Ouais. aller. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très difficile à expliquer. J'ai commencé à démarrer cette année 2024, où mon corps a commencé à parler, en fait. Je savais pas trop ce qui m'arrivait, mais il y a une fois où je me suis levée le matin, je me préparais dans la salle de bain, et là, j'étais paralysée. Mais vraiment paralysée. J'étais assise par terre, je ne savais plus bouger. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne saurais pas l'expliquer encore maintenant, mais je ne savais plus bouger, j'étais paralysée. Ça m'est arrivé une première fois, j'avais de plus en plus de problèmes à l'estomac, de plus en plus envie de vomir. Je mangeais de moins en moins encore à ce moment-là. Je me sentais très mal, j'avais beaucoup de maux de tête, j'avais beaucoup de vertiges aussi. Et comment on fonctionne quand on s'alimente pas? C'est des Oui, ressources, exact, tu puises, quoi, exactement, tu puises. exactement. Je puisais parce que je travaillais beaucoup. Oui. En fait, après la séparation, je me suis énormément noyée dans mon travail. Donc les semaines, enfin les jours où j'avais Aaron, je m'occupais d'Aaron évidemment, et les jours où j'avais pas Aaron, je restais jusqu'à des 20-21 heures au travail, et même le week-end, si j'avais pas Aaron, j'allais au bureau bosser parce que j'avais le badge, et du coup, j'allais travailler, au bureau le week-end. Donc je vivais plus que pour mon travail. Donc je donnais énormément dans mon travail, et à ce moment-là, j'avais pris un poste où j'avais énormément de responsabilités et énormément de pression, et du coup, mon corps commençait à parler. Ça a commencé en avril 2024 pour un peu situer, Mmh. et là, du coup, ça en est venu une deuxième fois où déjà ma médecin a voulu me mettre en arrêt pour 1 mois. J'ai refusé l'arrêt, donc je me suis pas arrêtée, j'ai continué à Pour te travailler. reposer, pour récupérer, Pour ouais. me reposer parce qu'évidemment, j'ai été chez elle, j'ai expliqué la séparation, j'ai expliqué un peu ce que j'avais vécu avec l'accouchement, avec la perte de la Thaïlande. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont joué évidemment, qui Ton remontent trouble, à voilà, mon trouble aussi de tu en l'anorexie. parlais? Oui, Tu t'étais consciente? oui, à ce OK, moment-là, j'en étais consciente, et c'est ma médecin à qui j'ai commencé à en parler très en bien. 1er, et avec qui j'ai commencé à poser des mots. Parce qu'au début, on se sent pas légitime, en fait, de se dire: «Je souffre», comme je l'ai dit ici au début, «je souffre d'anorexie mentale». Parce que quand les médecins disent: «Hein, il faut juste manger madame, hein, vous avez un poids correct, hein, vous êtes pas». Oui, mais il faut pas avoir des sondes pour souffrir de l'anorexie ou pour souffrir de la boulimie ou autre. Mmh. Mais, mais du coup, là, je commence à en parler à ma médecin, donc là, ça fait du bien déjà de poser ces mots. J'ai eu vraiment une chance immense, et je la vois encore aujourd'hui, d'être tombée sur une médecin exceptionnelle. Pas juste une médecin qui prend, la tension et qui regarde si, les check-ups sont OK, mais qui va vraiment t'écouter, qui va vraiment prendre du temps pour toi, et donc ce premier arrêt, je l'ai pas fait, et j'aurais dû. Parce que du coup, après ça, j'ai été paralysée une deuxième fois au travail. Mmh. Je vais aux toilettes, et là, j'étais assise dans les toilettes et je savais plus bouger. Sauf qu'il y avait mon travail qui était occupé à tourner là, et mon patron qui était là, il y avait tout le monde, tous les collègues, et cetera, et j'étais là: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et j'arrivais plus à bouger, donc là, j'ai appelé un collègue, je lui ai dit: «Va me chercher un coca». Je sais pas pourquoi, mais voilà, je me suis dit: Tu «Un dis coca, un peu de voilà, un peu de sucre ou sucre, ça me fera du bien». mmh. Hem Et là, il a été me chercher un coca, et je suis partie, du bureau sans que personne me voie. J'ai été chez ma médecin, et là, elle m'a dit: «Maintenant, c'est stop. Tu t'arrêtes, on arrête ici». Et là, j'ai été arrêtée pendant 6 mois. Ouais.
Donc, c'était pas 6 mois d'un coup, évidemment, qu'elle m'avait c'était par 3 arrêtée. semaines où elle te revoit, C'était par check-up. 3 semaines. Ouais, là, c'était sérieux, quoi. Là, c'était... Ouais, il n'y avait plus le complètement. choix. Exact. Et là, à ce moment-là, j'avais commencé aussi une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un, avec qui ça se passait très bien, mais très mal aussi parfois. Et donc, du coup, pendant ces 6 mois, j'ai été mélangée entre une relation amoureuse qui fonctionnait pas au top, mais qui était, voilà, qui m'apportait plein de choses positives. Mais je pense que, au vu de l'état dans lequel j'étais, ça pouvait de toute façon pas fonctionner. Et j'étais dans un état de ma vie où toutes mes blessures d'enfance, il y avait tout qui remontait. Tout. Déjà, c'était remonté quand j'ai eu Aaron, mais à ce moment-là, c'est encore plus remonté. Blessure de l'abandon, dépendante affective, blessure du rejet, blessure d'insécurité. Voilà, j'ai travaillé avec une thérapeute, donc peut-être que ces mots parleront à certains auditeurs, mais tout ressortait. Du Oui. coup, c'est vrai que pour lui, c'était pas facile à vivre. Pour moi, ça l'était encore moins parce que c'était moi la personne qui souffrait. Comme j'ai dit, mon anorexie à ce moment-là, au vu du fait que j'allais mal, elle était en pic, mais pas possible. Donc du coup, je mangeais plus jamais. J'avais des vertiges tout le temps. J'ai pas mangé pendant 1 mois et demi, comme je l'ai dit. Là, je m'alimentais juste de boissons un peu sucrées, style Aquarius, avec des électrolytes pour un peu tenir debout. Et là, j'ai été à l'hôpital une première fois où là, ils m'ont dit «Oh, mais ça va aller, madame, il faut juste manger un petit peu, hein». Et donc là, on se sent pas légitime. Et Oui. là, ma médecin m'a envoyée faire un rendez-vous à la clinique de la Ramée, qui est une clinique voilà, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et dans d'autres choses aussi, mais notamment pour ça. Et là, j'ai vu un psychiatre. Et là, j'ai pleuré parce que en fait, il m'a dit «C'est grave. Vous souffrez fort, vous êtes à un âge adulte, c'est encore plus ancré chez vous que chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est plus facile d'en sortir parce que leur cerveau est beaucoup plus modulable, mais vous, ça fait 6 ans et vous êtes adulte. Donc si maintenant, moi, je dois vous donner mon avis, on vous hospitalise pour 3 mois». Et là, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me dis, mais 3 mois à partir de donc lui, je l'ai vu en juin. C'était à partir de septembre qu'ils avaient une place. Qui disait septembre, disait rentrée de l'école de mon petit garçon pour la première fois. Donc je disais, mais c'est pas possible pour moi. Je peux pas. Et puis, on en parle autour de nous. Et là, les gens nous disent, ah oui, vas-y. Ah non, n'y va surtout pas. Oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah non, c'est la clinique de la Ramée. J'ai déjà entendu plein d'échos négatifs. Donc, on entend plein d'échos différents. Et là, je me suis juste dit, je suis pas prête pour mon fils, en fait. Je suis pas prête à ne pas être là et à ne pas être présente pour lui à ce moment-là. Et, et du coup, L'été se passe. L'été se passe, voilà, je reprends le boulot en septembre, j'arrive à reprendre le boulot. Je me dis, ça doit venir de moi, en fait. À ce moment-là, je sais toujours pas ce que j'ai, hein. Il faut bien savoir ça. Je sais toujours pas. Je me dis juste que j'ai un burn-out, en fait. C'est ce que je me dis. Et voilà, évidemment, les troubles du comportement alimentaire aussi. Mais je me dis juste que je suis en surmenage professionnel. Et donc, je me dis, ça doit venir de moi. Il faut que je fasse des choses positives, que je me réalimente correctement, etc. Et je décide de reprendre le boulot en septembre. S'en suivent plus ou moins 3 mois catastrophiques où je suis OK dans mon boulot, mais où je tombe dans les pommes tout le temps parce que je mange pas correctement, en fait. Tu te réalimentes pas plus, quoi. Je me réalimente pas plus et pas sainement, pas correctement. Je fais une syncope au travail aussi où l'ambulance doit venir me chercher. Dans mon rôle de mère, je me sens plus du tout une bonne maman. Parce que je suis dans un état où je suis énervée pour tout, où je pleure pour un rien, où je suis là, mais je suis pas là. Donc, mon rôle de maman était très compliqué à gérer. Je me sentais pas du tout une bonne mère à ce moment-là. J'avais de nouveau toutes ces blessures d'enfance qui remontaient, de me dire je veux pas reproduire ça, je veux pas reproduire ça. Et du coup, s'en est suivi des mois là difficiles. Ma relation amoureuse à ce moment-là se passait pas bien du tout non plus. Toujours pas bien en tout cas, donc ça a été très compliqué à gérer pour moi. Et là s'en suivaient mes pensées, parce qu'il faut savoir que quand on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, c'est comme si on avait tout le temps des voix dans la tête. Et moi, j'avais ces voix qui étaient actives, vraiment plus, qui cessaient de me répéter que j'étais une bonne à rien, que j'étais un fardeau pour mon enfant, que c'était mieux si j'étais plus de ce monde, que je servais à personne, que j'étais importante pour personne. Et s'en est suivi vraiment des semaines où j'étais tout le temps avec ces pensées-là, où ça n'allait plus, où je voyais plus de positif. Je mettais un masque évidemment sur ma tête quand j'allais au travail, etc. Mais s'en est suivi vraiment des moments où c'était très compliqué, où je commençais vraiment à projeter la mort. Tu avais des idées noires qui voilà, étaient là, les quoi. idées noires étaient vraiment là et présentes.
Et donc, T'en parlais? Mmh. T'en parlais? Non, Tu disais rien? non, je disais rien. J'ai appelé quand même une fois Jérôme en pleurs. T'étais toujours en contact avec lui? Enfin, du Ouais, bon on a un contact? très, très bon contact avec Mmh. Jérôme. Il faut le savoir que, Mmh. voilà, si maintenant il y a des parents séparés qui nous écoutent, on a vraiment su garder une entente extraordinaire tous les 2 pour notre enfant. C'était la priorité quand on s'est séparés. On s'est vraiment dit: «On gardera une bonne entente pour notre fils». Quand notre fils a ses cours de gym le samedi, on y va tous les 2. On est présents. Lui est là avec sa nouvelle compagne aussi. Enfin, ça se passe vraiment super bien. On sait s'appeler pour le petit, on sait se donner des nouvelles, voilà. Mais il y a juste lui que j'ai une fois appelé en pleurs parce que je savais plus vers qui me diriger, que c'était quand même un homme avec qui j'avais partagé 9 ans de ma vie. Qui te connaissait bien et te voyait te dégrader? Ouais, il me voyait. Il me voyait. Un jour, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que t'as là? Je te reconnais plus», parce qu'il avait vu que j'avais perdu beaucoup de poids et que lui m'avait connue au plus bas de mon anorexie déjà de base. Mais là, il m'a dit: «Là, je te reconnais pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Faut te réveiller». Et donc, à ce moment-là, s'en est suivi vraiment beaucoup de complications, beaucoup d'idées noires dans ma tête, jusqu'au jour où je décide, de vraiment programmer cette mort. Et où je me dis qu'il faut que ça s'arrête parce que j'en pouvais tellement plus que ça devait s'arrêter. Donc j'ai écrit une lettre à mon papa, j'ai écrit une lettre à Jérôme, j'ai écrit une lettre à mon fils et le 21 novembre, je passais à l'acte. Tu peux nous raconter cette journée, si tu t'en Mmh. souviens ou c'était hors de toi? Bah, il y a certains moments, j'ai des blackouts, je vais pas mentir, mais j'ai fait, une journée, donc en fait, il faut savoir que la veille, j'avais déjà été à l'hôpital parce que j'avais cette idée en tête et que j'avais appelé Jérôme en pleurs et que Jérôme m'avait dit: «Tu vas chez ta médecin, je veux que tu ailles chez ta médecin», parce que j'avais dit à Jérôme au téléphone: «Je veux en finir, je veux plus vivre». J'ai été chez ma médecin, elle m'a envoyée à l'hôpital, j'ai passé une nuit là, donc du 20 au 21 novembre. J'ai beaucoup parlé avec les psychiatres et les psychologues. Ils m'ont dit, ils m'ont demandé évidemment comment je comptais passer à l'acte, qu'est-ce que j'allais faire, quand est-ce que je programmais de le faire, et cetera. Tu as tout dit? Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout expliqué et là, je leur ai dit: «Non, mais ça va aller, je vais pas le faire», et cetera. Et c'est vrai, à ce moment-là, quand je leur dis, je le pense, hein. Et donc ils me font: «OK», parce qu'ils me parlaient d'une hospitalisation aussi et je leur disais: «Non, je veux pas être hospitalisée, je préfère être suivie en ambulatoire», comme on appelle ça. Donc c'est-à-dire suivie de la même façon, mais on le gère nous-mêmes à l'extérieur, on n'est pas dans un hôpital ou dans une clinique. Et hem et là, du coup, le 21 novembre, je rentre à la maison, je fais un dîner avec mon meilleur ami, encore, Le soir alors? le soir. À un moment, pas que je le mets dehors de chez moi, mais à un moment, je suis très fatiguée. Je lui dis: «John, s'il te plaît, je veux bien que tu partes parce que là, je suis fatiguée. Là, je me retrouve avec moi-même et là, je monte dans ma douche et là, je passe à l'acte, quoi». Et là, ça a été, j'avais envoyé un message à mon ex, parce que c'est maintenant mon ex, donc mon compagnon de cette époque-là, en lui disant: «Ne viens pas chez moi, ce soir», et cetera. Il était à un dîner, lui, de son côté. «Ne viens pas chez moi ce soir». Et par chance, il est quand même venu et Il c'est l'a lui. senti? Il l'a senti, il a dû sentir, voilà. Et c'est lui qui m'a retrouvée, quoi. Dans ta Donc douche? dans ma douche. Non, j'étais en bas. J'avais réussi parce que j'avais été lui ouvrir la porte, je sais pas, parce que c'est un blackout pour moi à ce moment-là. Et j'avais réussi à descendre en bas et voilà, il y avait du sang partout, Tu t'étais je m'étais ouvert ouvert les les veines? veines, exactement. Mmh. Ensuite, je suis amenée, d'urgence à l'hôpital, où là, on commence par d'abord soigner mes plaies, Mmh. où là, je revois le psychiatre que j'avais vu 2 jours avant et là, il me dit: «Laura, Mmh. maintenant c'est l'hospitalisation, je te laisse plus le choix». Donc là, j'avais pas le choix, je devais entrer en clinique. Faut savoir que pour rentrer en clinique, normalement, ça met plusieurs mois et là, j'avais une place en 5 jours. Donc C'était j'avais, urgent, voilà. ouais. Mmh. Exact. Et donc là, en 5 jours, j'ai dû passer du temps toujours accompagnée, je pouvais plus rester seule. Donc j'étais soit avec mon ex, soit, avec mon papa, à ce moment-là. Et puis, le 27 novembre, je rentrais à la clinique, de la Ramée, du coup. Mmh. Marrant dans le sens où c'était la même clinique où j'étais censée rentrer et ils m'ont fait re-rentrer dans cette clinique-là. Donc la boucle était bouclée Oui, un peu entre en guillemets. novembre, en fait 3 En mois novembre, après, normalement après la la rentrée, date, exact. initiale. Mmh. Ta famille, ton père là-dedans, tu Ça a été compliqué. Mon papa est arrivé à l'hôpital, le jour où j'ai fait ma tentative. Il comprenait rien parce que c'est ma médecin ou ma thérapeute de l'époque qui l'ont appelé pour lui dire ce que j'avais fait, parce que du coup, mon ex avait appelé ma médecin qui elle-même avait appelé ma thérapeute et elles étaient au courant. Et mon il papa est tombait des nues? arrivé. Il Pardon? tombait des nues? Ton père, il tombait Ouais, des nues? Il ouais, était ouais, pas complètement. Il s'y attendait pas. Il est arrivé, il pleurait, ma belle-mère était là aussi, elle pleurait, il comprenait pas en me disant que j'avais pas le droit de faire ça, et cetera. C'était,
très compliqué à gérer pour eux, mais mon papa a su garder parce qu'il est comme ça. C'est un homme qui sait garder la tête haute et qui va se dire ok, je dois être là pour ma fille, et qui m'a vraiment montré, qui m'a donné sa force et qui m'a dit qu'il serait là pour m'accompagner peu importe ce qui se passera à ce moment-là, quoi. Tu es hospitalisée, tu as le temps de voir ton fils? Tu lui expliques? Comment tu... Mmh. Bah, comment ça s'est passé? Au début, la première semaine, j'ai pas eu le droit de visite. Mmh. À partir de la deuxième semaine, j'en avais droit, et puis après la deuxième semaine, j'avais aussi droit à des sorties accompagnées. Donc la première semaine où j'ai eu droit à des visites, Aaron est venu me voir à la clinique, mais après ça, je voulais plus qu'il vienne me voir à la clinique parce que je voulais pas le faire venir dans ce milieu-là. J'avais demandé un renseignement à une pédopsychiatre pour savoir qu'est-ce que je devais expliquer exactement à mon fils qui allait avoir 3 ans sur Mmh. ce que sa maman traversait. Et et du coup, elle m'avait dit: «Voilà, tu lui expliques que tu fais dodo là-bas, que tu as besoin de te reposer, que lui, il est en sécurité avec son papa, que tout va bien se passer, que quand les médecins te diront que c'est OK, que tout va redevenir comme avant». En fait, un peu comme quand on dépose son enfant à l'école. Mmh. On le rassure, on lui dit qu'il va bien s'amuser, qu'on va le retrouver après, que tout va bien se passer. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même système. Et donc j'ai pu voir mon fils et je le voyais tous les week-ends au moins une fois, pendant toute l'hospitalisation, et j'ai été hospitalisée pendant plus d'1 mois et demi. 1 mois et demi. Mmh. Et là, ça fait combien de temps que tu es sortie? Ça fait depuis le 16 janvier, donc 3 semaines. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, c'est un petit ça va parce que je suis encore en phase de reconstruction. Je vais pas Mmh. dire que je suis totalement guérie. Faut savoir que l'hospitalisation m'a beaucoup aidée pour mon anorexie. C'était pas dans ce but-là que je rentrais là-bas, mais j'étais dans la partie des troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai pu bénéficier des Des soins rendez-vous, des adaptés. soins adaptés pour les troubles du comportement alimentaire, et ça m'a énormément aidée. Qu'est-ce qui concrètement t'aide En fait, parce qu'ils m'ont pas laissé le choix là-bas, je de me suis retrouvée t'alimenter? de m'alimenter. Ouais. Bon, je me suis retrouvée à pleurer devant mon assiette, je me suis retrouvée à hurler quand ils ont pris ma balance. Ça a été très compliqué évidemment, hein, faut pas se mentir, mais mais ça m'a appris que ça allait et que ça fonctionnait, et qu'il y avait pas de stress à avoir, qu'il y avait pas de j'ai toujours du contrôle dans Mmh. mon alimentation, même si je me réalimente, parce que je le contrôle toujours d'une manière saine, d'une manière, au niveau des horaires, et cetera. Je suis toujours dans le contrôle là-dedans, et je pense que, en tout cas pour ma part, je ne serai jamais guérie de Mmh. ce trouble, qu'il sera toujours là, mais que c'est juste moi à plus le contrôler que lui ne me contrôle. Mmh. C'est vraiment ça. Mmh. Et donc là, voilà, ça fait 3 semaines que je suis sortie aujourd'hui. C'est encore un petit ça va parce que je suis encore dans des phases où les jours sont très compliqués, où c'est très lourd, où j'ai encore ces idées noires qui reviennent, ça m'est arrivé. Où, Et tu sais qui contacter, tu sais comment apaiser un peu plus ces ou moins, anxiétés? plus ou moins. C'est pas encore facile de savoir qui, quoi ou comment, Mmh. mais j'essaye de gérer, j'essaye d'appeler les personnes qu'il faut, mais quand on est dans ce moment-là, Mmh. on est un peu comme dans un moment de crise, et quand on est dans un moment de crise, on pense plus à rien autour de nous. On est juste nous face à la crise, nous face à nos voix, et donc du coup là, c'est très compliqué à gérer, et on a du mal à savoir appeler les bonnes personnes et à s'appuyer sur les bonnes personnes. Quel message tu as envie de transmettre aujourd'hui? Que, on peut y arriver, peu importe ce qu'on traverse. Je pense que j'ai touché vraiment le fond du fond. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent en silence, qui osent pas parler de ce qu'elles traversent au niveau de la santé mentale parce que ça touche, la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire, les burn-out, ça peut toucher vraiment plein de choses. Mais la santé mentale, c'est une maladie qui est invisible quand elle est touchée, quand on est touché par une de ces maladies. Alors que quand on a une maladie physique, là, tout le monde va venir à notre rescousse, tout le monde va comprendre, et cetera. Mais la maladie mentale, c'est juste: «Ah, mais reprends-toi», ou «Ah, mange un peu», ou «Ah, mais ça va aller», «Ah, mais c'est juste dans ta tête». Donc c'est pas facile, et souvent on n'ose pas en parler, mais il faut savoir s'appuyer sur les bonnes personnes. Il faut savoir peut-être parfois se recueillir au travers de podcasts, au travers de livres. Moi, j'ai pu lire des livres qui m'ont beaucoup aidée, j'ai pu écouter des podcasts qui m'ont beaucoup aidée, parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de moment, on se sent très seul. On se sent vraiment seul au monde. Et quand on commence à s'ouvrir un peu, il y a vraiment beaucoup de podcasts, beaucoup de livres qui en parlent. On se dit: «Oh, il y a pas qu'à moi que ça arrive. Je suis pas seule, en fait». Et je pense que déjà de se dire ça aide déjà beaucoup. Mmh. Juste de se dire: «Je suis pas seule», parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler, à quel point c'est difficile de se montrer vulnérable, de montrer qu'on va pas bien. Mais si on veut pouvoir en sortir, il faut juste être dans la première chose, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'on a, de se dire que c'est comme ça et que ça va aller, et qu'il faut pas encore plus se culpabiliser.
Oui, ça te définit pas. Exactement. C'est une maladie. Exactement. De plus en plus, t'en parles sur tes réseaux et je crois que ça fait du bien. Donc, je mettrai ton contact dans la barre de description. Je mettrai aussi une liste des recommandations que tu as au niveau des livres et podcasts. Ça peut toujours aider. Ouais. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais dire? Peut-être est-ce que tu voudrais remercier quelqu'un ou remercier la vie ou... Il y a plusieurs choses que je pourrais dire, mais déjà, je voudrais remercier ma famille et mes amis. Ils se reconnaîtront pour ce dont je parle ici maintenant, pour leur présence durant mon hospitalisation et encore actuellement aujourd'hui. J'ai vraiment des parents et une belle-mère du coup qui sont très présents pour moi, qui ont été très présents et qui le sont encore aujourd'hui. Et je les remercie du fond du cœur parce que c'est un soutien très important pour moi. J'ai aussi un ami qui s'appelle John, à qui je tiens énormément et à qui je voudrais vraiment lui dire à quel point je le remercie de sa présence, de sa bienveillance, parce qu'il a été là dès le début, à m'écouter, à m'appeler, à me soutenir, à me comprendre, à jamais me juger, jamais, jamais. Et je voudrais dire oui, merci à la vie aussi, parce que je suis toujours là aujourd'hui, je suis toujours debout. Donc la vie a fait en sorte que je suis encore là aujourd'hui alors que j'aurais pu ne plus être là. Donc je pense que voilà, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup en la vie. Il y a toujours une raison. Il y a voilà, quelque chose c'est ça. à délivrer. Tu vas pouvoir aider pas mal de personnes. Exactement, c'est mon but aujourd'hui. C'est mon but aujourd'hui. Écoute, merci pour ton témoignage, pour ta transparence et ta sincérité. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi, Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.